De la gloire à la chute la plus vertigineuse. Entraînée pour être une grande championne, mais disqualifiée pour dopage, la patineuse Kamila Valieva était destinée à devenir une des plus grandes patineuses au monde. Mais malheureusement, le destin en aura décidé autrement. Je vous contextualise un petit peu. Kamila Valieva est une patineuse artistique russe, née le 26 avril 2006 à Kazan, 6e plus grande ville de Russie. Championne du monde junior 2020, elle a aussi remporté la finale du Grand Prix junior ISU 2019-2020. Elle est entraînée par Eteri Tutberidze, qui fait l'objet de beaucoup de critiques concernant l'état de santé de ses élèves, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Elle devient en octobre 2021 détentrice du record du monde du programme libre et du score total, et en novembre 2021 du record du monde du programme court. Ensuite vient la compétition la plus mythique du patinage artistique, au-delà du championnat du monde et de tous les grands prix, celle qui est convoitée par tous les plus grands patineurs du monde, j'ai bien nommé les Jeux Olympiques. En 2022, les Jeux se déroulaient à Pékin, où Kamila était la favorite, et tout le monde la pensait destinée à une victoire à plat de couture, étant donné son niveau exceptionnel qui la rendait unique. Alors juste comme ça, fin novembre 2021, la Coupe de Russie est sa deuxième participation au Grand Prix ISU. Elle la remporte avec 43,48 points d'avance sur Elizaveta. Elle est aussi devenue la première patineuse à réaliser un quadruple saut en compétition. Avant le début des Jeux, Kamila Valieva aurait été testée positive à la triméthazidine, qui est un médicament utilisé afin de prévenir les angines de poitrine, mais aussi pour les cas de vertige ou de baisse de l'acuité visuelle. Selon certains articles de médias non scientifiques, elle aiderait à augmenter les capacités d'endurance et de récupération, mais il peut provoquer de nombreux effets secondaires, notamment des troubles de la marche et des hallucinations. Malgré ces accusations, Kamila Valieva reçoit l'autorisation du TAS, le tribunal arbitral du sport, à participer aux épreuves individuelles, c'est-à-dire le programme court et le programme long. Le TAS justifie sa décision en mettant en avant que le code mondial antidopage ne fournit malheureusement pas assez d'éléments pour sanctionner une mineure qui est, au sens de son article 10.3, une personne protégée. Avant les épreuves individuelles, il y a eu les épreuves mixtes et la Russie a fini première. Et c'est après la décision du TAS que le comité olympique a décidé de réagir, en annulant la cérémonie des médailles pour la victoire du comité olympique russe dans l'épreuve mixte équipe, et que ce sera le même cas si Kamila se place parmi les 3 premières. Kamila prend la première place à la fin du programme court avec 82,16 points. 2 jours plus tard, elle chute plusieurs fois sur son programme long et termine à la 4e place, laissant la médaille d'or à sa compatriote Anna Stercher-Bakova. Et c'est plus de 700 jours après les Jeux de Pékin que l'affaire prend fin à Lausanne, au tribunal arbitral du sport. La juridiction a annoncé via un communiqué lundi 29 janvier avoir reconnu la jeune russe coupable d'une infraction aux règles antidopage. Elle est suspendue pour une période de 4 ans. Sachez que ce retard a été justifié à cause du Covid-19. C'est la descente aux enfers pour la patineuse qui voit tous ses résultats depuis le 25 décembre 2021, date de son contrôle positif au championnat de Russie, rayé de son palmarès. Ce qui veut dire pas de médaille d'or décrochée par équipe le 7 février 2022 aux Jeux de Pékin. La sanction est extrêmement lourde pour une première infraction qui date d'il y a maintenant 2 ans. Est-elle justifiée? Pourquoi ne pas avoir réagi avant? Les pays de l'Ouest forcément sont très satisfaits de cette décision à l'opposé de la Russie. Le président de l'Agence mondiale antidopage commente: toute personne qui dope des enfants devrait être emprisonnée. Nous encourageons les gouvernements à envisager de criminaliser la fourniture de drogue améliorant les performances aux mineurs. Le comité olympique des États-Unis. Aujourd'hui est un jour que nous attendions avec impatience depuis 2 ans, car il s'agit d'une victoire importante non seulement pour les athlètes de l'équipe américaine, mais aussi pour les athlètes du monde entier qui pratiquent le fair play et plaident en faveur d'un sport propre. La Russie maintenant. Malheureusement, la décision du TAS est négative, mais nous ne pouvons pas compter sur l'impartialité et l'objectivité de cette structure internationale. Nous le savons par l'exemple des cas auxquels le comité olympique russe est partie prenante. Le Canada a souhaité, après tout ce scandale, qu'on lui accorde la médaille de bronze, mais la disqualification a retiré à Kamila un total de 10 points dans chacune de ces 2 épreuves. Et cela a quand même donné à la Russie 1 point de plus que le Canada, qui reste 4e au classement révisé. Le comité olympique canadien. Le COC est déçu de la décision. Nous croyons conformément au règlement de l'ISU
que les points auraient dû être réattribués et il est malheureux que le TAS ne soit pas arrivé à cette même conclusion. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais cette histoire me laisse perplexe. Est-on réellement sûr de la nature dopante de ce médicament? Il est dit dans certains articles que la dose de triméthazidine dans le sang de Camilla était infime et possède-t-on réellement les véritables analyses? Y a-t-il de véritables études qui prouvent que ce médicament est un agent dopant? Cette inscription à la liste des substances prohibées a été justifiée à l'époque par les caractéristiques pharmacologiques et le mécanisme d'action de la molécule. Un lutteur français du nom de Zelimkhan Kadjev a été suspendu 4 ans par la chambre disciplinaire de la Fédération internationale de lutte pour un AAF impliquant la triméthazidine. Dans cette histoire, l'athlète ne conteste pas la prise de triméthazidine proposée par un médecin peu averti du classement de ce médicament. En revanche, l'athlète, son entourage médical et son conseiller veulent obtenir de l'AMA des explications sur le classement de la triméthazidine sur la liste des substances contrôlées, argumentant qu'aucune étude scientifique n'a démontré son caractère dopant. Et là on arrive sur un point très intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans le même cas, que ce soit le lutteur ou Camilla, et on nous dit qu'aucune étude scientifique n'a prouvé le caractère dopant de la triméthazidine. Et voici les explications données sur le placement de la triméthazidine dans le classement. La preuve médicale ou scientifique, l'effet pharmacologique ou l'expérience démontrant que la substance a le potentiel ou améliore effectivement la performance sportive. La preuve médicale ou scientifique, l'effet pharmacologique ou l'expérience démontrant que l'usage de la substance présente un risque avéré ou potentiel pour la santé du sportif. La détermination par l'AMA que l'usage de la substance est contraire à l'esprit sportif tel que décrit dans l'introduction du code. Pour la deuxième raison, effectivement, ça a été prouvé et c'est marqué qu'il y a des effets secondaires extrêmement nocifs pour le corps et pour la santé. Et pour la troisième raison, effectivement, ce médicament est formellement interdit depuis 2014. Par contre, pour la première raison, il n'y a pas d'études sur la population sportive qui permettent d'envisager une notion d'augmentation des performances. Le classement initial de la triméthazidine comme stimulant, puis son renversement dans la classe des modulateurs hormonaux et métaboliques illustre parfaitement le flou de l'activité pharmacologique de la molécule au niveau de l'AMA. Il n'existe donc pas dans la littérature médicale internationale d'études permettant d'appréhender le caractère dopant de la triméthazidine. Si l'AMA dispose de ces informations, elles n'ont en tout cas pas été partagées. L'AMA n'a jamais répondu aux questions sur le sujet. Ce qui pose encore plus de questions. La sanction sans preuve irréfutable est-elle justifiée? La dose était-elle réellement assez élevée pour provoquer une quelconque augmentation des performances? En continuant un peu mes recherches, je suis tombé sur une interview du docteur Jean-Pierre de Mondenard, médecin du sport français, qui a travaillé à l'Institut national des sports, chargé de cours de médecine du sport en faculté et a collaboré sur de nombreux ouvrages sur le thème du dopage, qui donne son point de vue sur l'affaire du lutteur français reprenant le même médicament que Camilla. Il explique qu'il est un opposant acharné au dopage mais qu'il n'admet pas qu'un sportif soit sanctionné sans raison. Faire tomber un athlète dopé semble toujours une bonne raison, mais encore faut-il que ce soit justifié scientifiquement. Tout d'abord, à chaque prise de médicament, le sportif doit s'assurer que la mention mise en garde au sportif n'y figure pas. Effectivement, ce n'était pas le cas pour la triméthazidine. Or, ce médicament est sur la liste rouge de l'AMA depuis 2014, ce que l'Agence nationale de sécurité du médicament aurait dû répercuter sur la boîte de celui-ci. Il explique avoir contacté l'AMA pour savoir pourquoi la triméthazidine est sur cette liste rouge, mais il n'a reçu aucune réponse. Au cours de son procès, son avocat a demandé à l'AMA de produire une preuve scientifique du caractère dopant de la triméthazidine. L'AMA a fourni une étude polonaise de 2014 qui montre qu'il a été possible de retrouver de la substance dans l'urine de volleyeurs. Cela prouve l'efficacité du laboratoire en question, mais absolument pas le caractère dopant du médicament. L'AMA est complètement démunie de preuves irréfutables que la triméthazidine procure des effets dopants sur les athlètes et refuse toute discussion et échange avec des tiers. Bizarre. Il y a malheureusement des enjeux qui dépassent les athlètes mais dont ils font indirectement les frais. L'AMA est depuis 2018 en concurrence avec une nouvelle agence, l'ITA International Testing Agency, soutenue par le Comité international olympique. En 2 ans, l'ITA a réussi le tour de force de devenir l'agence officielle antidopage de 45 fédérations internationales. Pop. Je vous refais la petite conclusion de la vidéo parce que je me suis rendu compte que quand je l'ai tournée, elle n'était pas vraiment très claire. Bon, déjà qu'on soit bien d'accord, le dopage c'est un vrai fléau dans le sport et tous les athlètes qui se dopent méritent d'être punis pour ça. Mais encore faut-il que les raisons soient justifiées. Or, dans cette affaire, c'est hyper bizarre ce qui se passe parce que on n'a vraiment aucune étude qui confirme que ce médicament il procure des effets positifs sur les performances. Et je trouve ça triste de punir une athlète sans avoir cherché à enquêter
plus profondément dans l'affaire et à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Après, voilà, je suis pas dans la politique ou dans quoi que ce soit, mais c'est sûr et certain qu'il y a des intérêts personnels dans cette histoire. Et l'intérêt de cette vidéo, c'était justement de vous montrer un peu toute cette ambiguïté qui tourne autour de cette histoire. Allez, je vous laisse avec l'outro. Bref, j'espère que ce nouveau concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, likant et en vous abonnant pour toujours plus de contenu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max. Ciao.